Bonsoir, bienvenue à tous. Je connais beaucoup d'entre vous parce que j'étais dans la rue tout à l'heure et que je vous voyais rentrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Biessy, je suis le directeur de la Scala. Et je suis très content de vous accueillir ce soir. J'aime voir mon théâtre comme ça. Entre nous, je le vois souvent comme ça parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas qu'Olivier Galzi qui remplit les salles, il y a aussi des artistes. Mais ça me fait très plaisir et c'est assez amusant parce que pour moi, ce soir, c'est une première, une grande première. Pas de monter sur un plateau, pas de vous parler, ça, c'est mon métier. Mais c'est surtout une première parce que c'est la première fois de ma vie que je soutiens un candidat à une élection. Je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Je n'ai jamais défendu un homme ou une femme politique. Et justement, ce qui m'amuse beaucoup ce soir, c'est que je continue à ne pas défendre un homme politique, puisque Olivier Galzi n'est pas un homme politique. Il ne fait pas partie d'un parti, il ne s'est attaché à aucun parti, ceux qui veulent le suivent, mais il est resté très très droit. Et moi, quand je l'ai rencontré la première fois, on a passé 2 heures ensemble, il a dû employer le jeu 3 fois, et le mot d'Avignon 200 fois. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé, c'est parce que je me suis dit, mais nous, quand on est arrivé ici il y a maintenant 5 ans, et qu'on a reconstruit ce théâtre et qu'on a ouvert, notre seul et unique but pendant toutes ces années, au cours des festivals, au cours des saisons, c'était de faire en sorte qu'Avignon rayonne, qu'Avignon soit de plus en plus... Alors Avignon n'a pas besoin de nous pour rayonner, on sait que c'est le plus grand festival de théâtre du monde, on sait que c'est une ville absolument magnifique, mais qui a un potentiel énorme. Et dans ma conversation avec Olivier, il n'a parlé que de ça. C'est pour ça que j'ai dit, écoute, je viens, je te suis, je t'ouvre ma salle, je me mets en appui parce que quelqu'un qui veut travailler pour faire en sorte qu'Avignon se développe, pour faire en sorte qu'Avignon s'améliore et surtout qu'elle soit rayonnante encore plus, je suis partant. Voilà, donc je ne défends pas un homme politique. Ça, c'est pour la presse. Je ne défends pas d'homme politique, je défends un homme sans parti. Rapidement... Pour l'anecdote, parce que sur ma conduite, il y a marqué 2 minutes. Et j'ai déjà dépassé les 2 minutes. Pour l'anecdote, quand j'ai dit à Olivier Galzi, je vais te suivre, et je vais te soutenir, et je vais t'aider, je lui ai dit, il y a simplement une seule chose que je te demande. Alors là, il s'est mis à trembler en disant, ça y est, déjà une contrepartie. Mais non, ce n'était pas une contrepartie. J'ai dit, si jamais tu es élu, ce qui est quand même possible, je veux avoir le droit de rentrer dans la mairie une fois que tu es maire les pieds devant si je ne suis pas d'accord avec toi. Et il m'a répondu, je te le demande. On verra. Mais pour l'instant, sa réponse m'a plu, quoi. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime la ville, c'est quelqu'un qui est natif d'ici, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il est là. Et on a plein de choses à développer à Avignon et je suis le premier à passer ma vie à le faire. Alors, avant qu'on appelle Olivier sur le plateau, je prends mon téléphone parce que j'aime pas écorcher les noms et que, comme c'est très sérieux, on m'a fait une belle conduite. Je vais appeler sur le plateau 3 personnes, enfin qui sont déjà d'ailleurs sur le plateau, mais je vais demander à 3 personnes de venir vous dire un tout petit mot avant. Pour ne pas me tromper dans les noms, le premier s'appelle Thomas Fator. Il est cofondateur de la start-up innovante Lium, c'est ça? Il est où? Voilà. Et alors, Thomas, sur la note, il est écrit, tu as 2 minutes. Mais pas mes 2 minutes, les tiennes. Merci. Merci, bonsoir à tous déjà. J'espère que vous passez un bon début de soirée. Donc moi, Thomas Fator, je suis déjà natif d'Avignon. Je suis le cofondateur de la start-up Lium, et tu n'as pas écorché, merci. Alors Lium, nous, notre mission, c'est de sécuriser et décarboner les sites sensibles industriels. Et pour ça, on développe un ballon captif. Alors un ballon captif, c'est quoi ? C'est un peu comme ce qui a soulevé la flamme olympique, vous savez, à Paris, là, dans le jardin des Tuileries. Sauf que nous, au lieu de soulever une flamme qui a pesé plus d'1 tonne, on soulève des caméras qui permettent de surveiller en continu, de jour comme de nuit, depuis le ciel, des sites sensibles qui soient industriels, comme une centrale nucléaire, naturels, comme un parc naturel, mais aussi militaires. Ça peut être un dépôt de munitions, une base maritime, etc. Le tout sans télépilote, sans intervention.
Donc c'est le premier ballon captif de ce type qui va être déployé sur le marché sous peu. On est en train de finaliser la V1 qui vole parfois dans le ciel d'Avignon, à l'aéroport juste à côté. Donc si vous levez les yeux et que vous êtes un petit peu curieux, vous pourrez le voir. Et donc voilà, en tant que start-up, on est fier de montrer qu'on n'a pas besoin d'être au fin fond de la Silicon Valley ou dans un quartier parisien pour créer une boîte industrielle, ambitieuse, qui veut grandir, qui veut résoudre des problèmes, qui veut créer de l'emploi à Avignon, qui veut aussi tout simplement montrer qu'on n'a pas besoin de venir d'une famille d'entrepreneurs parisiennes pour créer une boîte de ce type. Évidemment, là je fais le malin, mais c'est que le début. On n'a pas encore atteint l'objectif, mais c'est surtout ça qui est passionnant. C'est de montrer qu'il suffit d'un petit peu de résilience, de patience, de détermination, d'échec et parfois de réussite pour grandir, pour évoluer et pour atteindre notre objectif. Donc voilà, après si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'en parler. Merci. Merci Thomas. Alors maintenant, j'appelle Salima. Salima, qui est une habitante du quartier de l'Opofa. Et Salima, tu vas nous dire pourquoi tu es là et ce que tu as fait. On ne se connaît pas, mais je peux te tutoyer. Bien sûr. Alors bonsoir. Alors moi je vais vous parler avec mes mots. Je m'appelle Salima Ben Moussa. Je suis native d'Avignon aussi. Et à l'époque, ça remonte à loin, j'avais une association de jeunes femmes dans les quartiers. Et le but, c'était de faire bouger un petit peu ces mamans pour aller vers les écoles, les collèges et tout, pour s'intéresser un peu plus au carnet de correspondance des enfants, pour que les mamans s'impliquent un peu plus, parce qu'il y en a qui n'arrivaient pas à rencontrer les professeurs, etc. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était Madame Cécile L, qui était députée du Vaucluse, qui faisait un travail aussi en partenariat avec notre association. Malheureusement, plus de subventions, plus rien, donc tout s'est arrêté. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que les choses ont complètement changé, que ce soit dans les quartiers, les jeunes sont laissés un petit peu à l'abandon et ça fait des catastrophes de partout. Ce qui serait bien, c'est vrai que par rapport à Monsieur Galzi, c'est quelqu'un de transparent et j'ai envie de l'accompagner parce que ses idées se rapproche de mes valeurs aussi. Et Avignon a vraiment besoin d'un grand coup de changement. Mais vraiment, l'époque où moi j'ai vécu à Avignon et maintenant c'est complètement différent. Et ça serait vraiment super qu'il y ait du changement avec M. Galzi. Et voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Et tous ensemble. Voilà. Merci Salima. Maintenant, je vais accueillir Milienne. Ça se dit comme ça? Milien, pas Milienne. Tu vois pourquoi? Dès qu'il y a un doublement de consonne, on pense qu'il faut te mettre un accent anglais. Milien Leroux, qui est étudiant. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est pour moi un grand honneur d'être là ce soir devant vous, mais aussi un petit peu de pression. Je suis un enfant d'Avignon. J'aime cette ville, sa convivialité et son histoire. Aujourd'hui, étudiant en management public, j'ai décidé de participer à la vie de la cité en accompagnant Olivier Galzi et son équipe dans la construction d'un projet pour l'avenir d'Avignon. Je crois en une ville où l'on peut se déplacer facilement, où l'aménagement est pensé à long terme, où les jeunes sont à leur place et où chaque projet a du sens pour celles et ceux qui y vivent. L'Avignon que j'imagine est une ville belle et propre, à la hauteur de son patrimoine exceptionnel. Une ville où l'on se sent en sécurité, de jour comme de nuit. Une ville de mobilité pour tous, accessible, moderne et inclusive. Une ville où la jeunesse est considérée comme l'égale des autres. Si j'ai décidé de m'engager aux côtés d'Olivier Galzi, ce n'est pas un hasard. Son projet, que vous allez découvrir dans quelques instants, m'a paru évident. Un projet clair, sérieux, et qui propose une vision claire et concrète pour l'avenir d'Avignon. Avignon a un potentiel immense, une situation géographique stratégique, une identité culturelle forte,
mais surtout une jeunesse dynamique. Aujourd'hui, trop de jeunes sont éloignés des politiques locales, car ils ne sont la priorité de personne. On a parfois l'impression que les décisions se prennent sans nous et pour les autres. Beaucoup de jeunes ont quelque chose à apporter à Avignon. Beaucoup de projets doivent venir de la jeunesse pour la jeunesse. Nous avons des idées, de l'envie et surtout une vision nouvelle. Alors, si je suis là ce soir devant vous, c'est que je suis convaincu que Olivier Galzi permettra que Avignon a plus d'enjeux. Si je suis là ce soir devant vous, c'est que je suis convaincu que le bon sens concrétisera de grandes choses pour l'avenir d'Avignon. Je m'appelle Milien Laureau, j'ai 19 ans, je vais voter pour la première fois et je soutiens Olivier Galzi. Alors, normalement, à ce stade de la soirée, je devrais commencer à appeler Olivier, mais comme je me suis complètement emmêlé les pinceaux dans ce qu'on m'a donné comme note, parce que je ne suis pas un bon élève, on va vous passer un petit film, puis après on va appeler Olivier. Merci. Merci beaucoup. Et ben maintenant, je pense que je vais tout simplement demander à Monsieur Olivier Galzi de venir avec moi sur le plateau. Quelle émotion. J'en ai un, normalement ça marche. Vous m'entendez? Oui. C'est parfait. Romain vient juste de me dire qu'il y avait 250 personnes dehors. Je suis à la fois effondré, très ému et très enthousiaste. Effondré parce que je regrette que 250 personnes soient dehors parce qu'ils ont fait le déplacement. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse les accueillir. Malheureusement, on doit respecter les jauges. Quand on prétend être maire de la ville d'Avignon, on se doit quand même de respecter les règles. Et on est déjà plus de 700, on a rajouté des chaises, on a fait ce qu'on a pu. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui pense qu'Avignon mérite un changement, qui y croit et qui se disent que si on s'y met tous ensemble, on va y arriver. Donc on va retenir la bonne nouvelle de la soirée. En tout cas, vraiment merci. Merci beaucoup à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Je voudrais évidemment remercier Frédéric qui nous accueille, Milien, Salima, Thomas, que vous avez entendu. C'était pas facile pour eux, parce que comme moi, ils se sont jamais engagés en politique, mais moi, j'avais l'habitude de parler un peu en public, même si c'était par écran interposé, eux, pas du tout. Donc, ils ont fait leurs plus grands efforts. Je leur ai demandé s'ils le souhaitaient de le faire. Ils ont accepté. Et donc, vraiment, merci à eux. Et puis, je voudrais aussi, vous le comprendrez, avoir un remerciement particulier à mes parents qui sont juste là, voilà, parce qu'ils m'ont toujours accompagné dans mes projets. Et certains jeunes dans la salle les ont d'ailleurs eu comme prof
au lycée pour ma maman et à la fac pour mon père. Voilà. Alors votre présence me touche, votre présence m'honore, et le nombre ce soir m'oblige, très clairement. Nous avons tous ici au moins un point commun, je suis sûr qu'on en a d'autres, mais on en a au moins un, c'est que nous aimons Avignon. Ce qui ne nous empêche pas de faire un constat lucide sur le fait qu'elle ne brille plus comme elle devrait briller, qu'elle n'est plus assez sûre, qu'elle n'est plus assez propre, qu'elle n'est plus assez fluide, plus assez ambitieuse probablement, et en un mot, plus assez attractive. Alors j'entends certains me dire, c'est normal, c'est le sens du monde, c'est pareil partout, c'est la faute du commerce en ligne, c'est pour ça que les magasins se vident en centre-ville, c'est aussi la faute des grandes surfaces. Je ne le crois pas, nous ne le croyons pas. Si c'était vrai, comment expliquer que des villes, on ne va pas aller chercher très loin, Aix, Arles, Nîmes, elles, soient devenues de plus en plus attractives? Nîmes, j'ai rien contre Nîmes, c'est une très belle ville, mais il n'y a pas si longtemps, les Nîmois venaient faire leurs courses à Avignon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pas plus tard qu'hier, il y a un palmarès qui a été publié, c'est le palmarès des villes dans lesquelles on rêve d'habiter. Ça s'appelle Ville de rêve. C'est très sérieux, il y a 19 critères, c'est national. Le plus gros gadin, si j'ose dire, chute de 60 places en une année, c'est Avignon. Donc on a un problème. Et la vérité, c'est qu'on s'est endormi sur nos lauriers. On s'est endormi à l'ombre de notre pont, à l'ombre de notre palais. On s'est reposé sur notre grande histoire et pendant ce temps-là, les villes autour, elles, ont avancé. Nos responsables politiques n'ont pas construit les infrastructures qu'ils auraient dû construire. Je pense notamment à la liaison Est-Ouest. Et même quand ils ont construit les infrastructures, je pense aux trams, ils les ont faites en dépit du bon sens. Non seulement ils n'ont pas construit notre avenir, mais ils l'ont mis en danger avec des décisions idéologiques. La première d'entre elles étant de ne pas considérer que la sécurité devait être une priorité. Cela fait 12 ans maintenant que l'ennemi public numéro 1 à Avignon, ce n'est pas le délinquant, c'est l'automobiliste. Plutôt que de lutter contre les blanchisseuses du narcotrafic, plutôt que de rétablir l'ordre dans les quartiers, plutôt que d'aider nos commerçants à faire vivre notre ville, on a préféré lutter contre les automobilistes. Alors, je ne dis pas que le tout-voiture est notre avenir, c'est important, j'y reviendrai. Je dis juste que dans les voitures, il y a des gens, et que parmi ces personnes, il y en a qui n'ont pas le choix que de prendre leur automobile, et qu'à partir du moment où on les fait fuir, eh bien, on participe et on accélère le déclin de notre ville, à la fois en centre-ville et dans les faubourgs. Si on en est arrivé là, c'est notamment, à mon sens, à cause des logiques partisanes. Je vais vous prendre un exemple très simple, celui du tram. Il y avait une mairie de droite qui a décidé qu'il fallait un tram dans Avignon. C'est un choix politique, il est fait, et le projet commence. La mairie qui lui succède se dit « je ne vais quand même pas poursuivre un tram de droite, donc on va le faire tourner à gauche », sans se demander si c'est le bon tracé. On a fait pareil pour la sécurité. La sécurité, c'est considéré comme quelque chose étant de droite, alors on ne va pas le faire si on est à gauche. Et c'est la même chose pour l'économie. Il est là notre problème. Et c'est ma conviction, les logiques partisanes ne servent plus aujourd'hui l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques mois, avec un certain nombre, on a décidé de monter ce grand mouvement citoyen, transpartisan, qui me conduit ce soir à être présent devant vous sans étiquette. Et je précise et j'insiste, sans étiquette. Je suis le seul candidat à Avignon dans cette campagne qui n'a jamais adhéré à un parti. Ce n'est pas une gloire, c'est un fait. Et pourtant, tous mes adversaires, tous en cœur, pour une fois ils sont d'accord, expliquent que je serai le candidat macroniste. For sure. Ça doit être dur à traduire en langue des signes, ça. Alors, on va mettre les points sur les i. Vous n'avez pas vu passer un soutien officiel du Parti Renaissance, vous ne le verrez pas parce que je ne le demande pas, je ne le souhaite pas particulièrement. De la même manière, Renaissance a ici un candidat qu'ils appellent le référent pour les élections municipales. Il n'est pas dans mes équipes, il ne sera pas sur ma liste. Je ne saurais être plus clair. Voilà qui est dit. Dire que je suis le candidat d'un parti, c'est donc un mensonge proféré par certains, et en particulier par ceux que l'on dérange. Et là, on atteint le cœur du sujet. Parce que je vois bien qu'on dérange. Il y en a un certain nombre qui sont là depuis très longtemps, parfois de génération en génération d'ailleurs, assis autour de la table municipale.
et qui ont bien envie d'y rester. Et ils se disent, celui-là, il commence à nous embêter. Alors on a les héritiers qui réclament le trône, mais pas le bilan. C'est quand même un petit peu compliqué. On a les vendeurs de rêves, venus de Rognonas, qui nous expliquent que les caisses sont vides, mais qui nous promettent des tunnels à plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis, on a les extrêmes qui, comme souvent, surfent sur les colères, mais n'apportent pas de solution, si ce n'est une promesse de division, à l'heure où justement la seule solution, la seule, mesdames, messieurs, c'est que l'on se rassemble tous ensemble pour relever notre ville. Vous l'aurez compris, je ne crois pas aux partis pour relever notre ville. En revanche, je crois aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui, quelles que soient leurs étiquettes, sont les bienvenus dans notre mouvement, à condition que ces étiquettes, elles les laissent au vestiaire, elles endossent le dossard Avignon et elles mouillent la chemise pour notre ville. La seule investiture et le seul soutien que je réclame, c'est celui des Avignonnais et des Avignonnaises. Et c'est d'ailleurs pour eux et avec eux seuls que nous avons construit le programme que je vais maintenant vous présenter. Vous avez derrière moi, non pas mes colistiers, mais les chevilles ouvrières de cette campagne. Ils ont tous un point commun, ils se sont engagés sans rien demander. Ils ont tout simplement proposé de donner leur temps, leur énergie, leurs compétences, leurs idées, leur bonne humeur aussi, parce qu'ici, on ne fait pas d'alliance, on ne fait pas de tractation, on ne fait pas de négociation, on donne pour Avignon, tout simplement. Comme moi, la plupart n'avaient jamais fait de campagne, jamais tracté sur un marché, jamais fait de porte-à-porte, mais depuis 4 mois maintenant, ils arpentent à mes côtés le terrain parce qu'ils aiment leur ville et parce qu'ils pensent que tous ensemble, on va pouvoir changer les choses. Je voudrais les remercier, merci pour eux. Alors avec leur aide, je suis parti à la rencontre des Avignonnais. On est allé partout pour vous écouter, du centre-ville au quartier, de la Barthelas à Montfavet. Et ce que nous allons vous dévoiler maintenant, ce n'est pas seulement notre programme, c'est le programme des milliers d'Avignonnais qui ont accepté de nous parler, qui ont pris le temps de nous écrire et de proposer. Ce programme a un objectif simple, je vous l'ai dit, redonner de l'attractivité à Avignon. Et pour cela, nous devons agir très vite sur 3 piliers qui me paraissent essentiels, la sécurité, la propreté et la circulation. La sécurité, c'est la priorité des priorités parce que la sécurité, c'est tout simplement le socle du vivre ensemble. On doit donc en faire le principal pilier de ce mandat. Comment ? D'abord, en doublant la présence effective des policiers sur le terrain. Nous souhaitons recruter 60 agents municipaux supplémentaires et redéployer les effectifs sur le terrain. On a trop de commissariats, pas assez de policiers dans la rue. Le bleu doit être dans la rue. Je précise au passage que je compte bien demander aux policiers de faire leur travail de policier. Un policier est là pour faire respecter l'ordre et ils pourront compter sur mon soutien pour le faire. Pour les assister dans cette tâche, nous souhaitons développer un système de vidéoprotection avec une centaine de caméras de vidéoprotection supplémentaires, en particulier autour des lieux sensibles. Je pense aux écoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore à Avignon, il y a des écoles devant lesquelles il n'y a pas de caméras de vidéoprotection. Ces caméras seront par ailleurs dopées à l'intelligence artificielle pour mieux détecter les infractions. Je ne dis pas que la technologie résout tout, mais elle peut rendre les choses plus efficaces. Ça serait dommage de s'en priver. On va donc le faire dans le strict respect, bien sûr, de la loi informatique et liberté. Mais on le voit bien aussi, sous la pression de la société, ces lois sont amenées à évoluer. Et je souhaite qu'Avignon puisse être une ville pilote pour les expérimentations nationales pour étendre l'utilisation de la vidéo. Avignon doit devenir un laboratoire des nouvelles technologies au service du droit des citoyens et la sécurité est le premier de ces droits. De la même manière, nous souhaitons mettre en place une application citoyenne de sécurité qui sera couplée à un bouton d'alerte que nous fournirons aux personnes vulnérables, personnes âgées, femmes seules. Ça se fera sur la base du volontariat. Et là, comme Avignon ne manque pas de talent, eh bien, en discutant avec ceux qui se sont mobilisés dans notre mouvement, il y a une personne que vous allez maintenant entendre qui s'appelle Matteo Bozzo, qui est un génie de la technologie. Et donc, on a parlé de cette application. Il m'a dit non seulement c'est possible, non seulement on va le faire, mais ça coûtera pas grand-chose, voire rien du tout. On le fera à l'intérieur de la mairie. Je vous demande d'accueillir Matteo Bozzo.
Merci Olivier pour la présentation. Oui, effectivement, Olivier est venu me voir et puis on a discuté de cette problématique-là. Et il y a des solutions technologiques qui existent qui sont assez simples à mettre en place. Et sur Avignon, on a les compétences pour le faire. Et ça, c'est un point qui est important. Alors pour ça, en fait, on a développé, on a eu une problématique qui est effectivement 8 femmes sur 10 déjà dans notre société ont déjà subi du harcèlement dans la rue. Que ce soit des insultes, des sifflements, des personnes lourdes qui vont les suivre. C'est un vrai problème de société qu'on va essayer déjà de résoudre et aussi de pouvoir sécuriser le plus possible. Pour ça, en fait, on a développé une solution. En fait, c'est un petit bouton très simple, qui est discret, qui va être lié directement sur ton téléphone portable. Ce petit bouton va permettre de transmettre sa position GPS très facilement aux forces de l'ordre et rapidement. Alors en fait, comment ça fonctionne? En fait, il suffit de cliquer dessus. On va cliquer 2 fois sur ce bouton. En faisant ce clic, automatiquement, notre position elle va être transmise par GPS. Notre position va être transmise aux forces de l'ordre, qui vont pouvoir avoir une alerte immédiate, ça transmet la position, mais aussi le son et la vidéo si on le souhaite. Si on reste appuyé pendant quelques secondes sur le bouton, ça va permettre aussi de débloquer un appel téléphonique. Donc, on aura notre téléphone qui sonne, ça nous mettra directement en ligne avec les forces de l'ordre. Parce qu'en général, quand on est harcelé dans la rue, on ne prend pas son téléphone pour appeler le 17, rester au téléphone, oui, je suis rue, tadada. Non, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit efficace et rapide, discret et simple d'utilisation. En plus de prévenir les forces de l'ordre, toutes les personnes qui auront l'application Mon Avignon et qui auront bien évidemment accepté les notifications recevront une alerte autour de la personne pour la prévenir. Cette personne, elle est en difficulté, elle s'appelle Marie, juste avec le prénom et une photo, ça permettra de savoir, ok, cette personne, elle a un besoin, donc on peut aller la voir si besoin pour dire salut Marie, comment ça va, et permettre déjà aux harceleurs en général de s'éloigner, parce que ça suffit dans la majorité des cas. Qui dit application, évidemment, on parle aussi de tout ce qui est configuration. Ça veut dire qu'on va pouvoir configurer ce qu'on veut transmettre aux forces de l'ordre. Bon, la position GPS est obligatoire, mais on peut transmettre du son, de la vidéo pendant un certain laps de temps. Côté force de l'ordre, on va pouvoir avoir un dashboard, donc on va leur transmettre une application où ils vont pouvoir recevoir les alertes en temps réel et directement. Donc, par exemple, si j'appuie sur le bouton, tac, ils vont recevoir que Marie Dupont, actuellement, se retrouve dans une situation où elle se sent en insécurité, avec la position GPS, le son si elle l'a choisi, et ça permettra aux forces de l'ordre de savoir tout de suite où ils doivent intervenir, qu'est-ce qui se passe et pour qui, donc repérer facilement. Dans le développement de ça, le point qui était important, c'est de le rendre accessible. C'est un point qui est primordial aujourd'hui. Ça veut dire que n'importe qui sont des personnes qu'on peut dire dans certaines situations vulnérables, donc femmes, personnes âgées, adolescents, pourront accéder en s'inscrivant simplement sur l'application et après retirer le boîtier en mairie. Le point important, donc c'est le point qu'on avait parlé avec Olivier, c'est que ce type de boîtier, si on l'achète en entreprise, donc une entreprise qui l'a développé, ça coûte facilement 100, 200 euros. Aujourd'hui, en interne à Avignon, on peut développer ce type de technologie à des tarifs qui sont très bas, parce qu'un coût de revient sur un boîtier comme ça connecté au téléphone, c'est moins de 2 euros. Donc ça permet de le rendre accessible à tous nos concitoyens extrêmement simplement pour des frais qui sont très faibles pour la communauté. Et c'est un point qui était primordial. Évidemment, les données sont sécurisées par rapport au stockage au niveau municipal et l'interface est simple. Donc voilà pour cette présentation. Donc, le point toujours, c'est vraiment permettre de créer un espace et des solutions qui permettent de se sécuriser à des coûts qui sont quand même très réduits pour la ville. Merci Mathéo. Et merci à Anaïs qui est assise à côté de lui et qui a eu cette idée. Vous voyez, on ne manque pas de talent dans notre ville quand on veut développer des choses nous-mêmes. En parlant de moyens pour la sécurité, parce que ceux qui assurent notre sécurité doivent aussi être en sécurité, c'est important, je souhaite doter notre police municipale de pistolets à impulsion électrique. Il ne s'agit pas de remplacer les armes actuelles, ils les gardent, mais c'est une arme supplémentaire en complément pour pouvoir avoir une riposte graduée dans les situations sensibles. C'est une demande de leur part. Mais pour une sécurité efficace, les moyens matériels et même humains ne suffisent pas. Il faut peut-être, j'allais dire d'abord et avant tout, une volonté politique. Et c'est probablement ce qui a manqué le plus cruellement ces dernières années. Alors je souhaite que le maire pilote lui-même sa politique de sécurité à travers un organe de décision et de concertation efficace qui réunira tous les acteurs, la police, la justice, les bailleurs sociaux, afin de coordonner la collecte des informations et de coordonner aussi les actions que nous souhaitons mettre en place dans la ville. Et pour cela, il faudra rétablir le tandem maire-préfet et travailler main dans la main avec lui. J'entends bien le faire et j'entends bien notamment demander au préfet une disposition qui est légale, qui n'a pas été demandée à l'heure actuelle,
le maire peut se faire transférer la possibilité de fermer administrativement les établissements générant des nuisances. Je demanderai au préfet d'activer cette disposition et nous pourrons ainsi l'aider à lutter contre les blanchisseuses du narcotrafic en mettant nos moyens au service de cette lutte. Le deuxième chantier, c'est la propreté. Nous devons mettre fin à 2 mots MAUX. Une mairie qui ne répond pas aux demandes des habitants et le renvoi de la patate chaude entre les services de la commune et les services de l'agglomération pour savoir qui doit ramasser quoi. Sur le premier point, l'application monavignon.fr, dont vous avez vu une préfiguration pour la sécurité, fonctionnera aussi pour la propreté. Vous signalez un problème, il y a une traçabilité de la demande, ce qui permet à la demande de ne pas rester sans réponse. On aura par ailleurs un référent propreté unique qui assurera la coordination directe entre les habitants et les services. Et cette personne coordonnera aussi la politique municipale avec celle de l'agglomération. Et si les communes de l'agglomération, je sais que certains représentants de certaines communes sont présents dans cette salle ce soir, si les communes de l'agglomération m'accordent leur confiance pour en prendre la présidence, alors je leur proposerai une direction commune pour optimiser la collecte à l'échelle du bassin de vie. Je pense que ce sera moins cher, plus efficace et plus intelligent pour tout le monde. Nous moderniserons les équipements, là encore, en ayant recours à la technologie. Je pense notamment aux caméras nomades pour lutter contre les dépôts sauvages ou encore à ce qu'on appelle les corbeilles connectées pour détecter les trop-pleins avant que cela ne déborde. Et puis, bien sûr, nous aurons un travail à faire avec les personnels de la mairie, nos agents de la propreté. Avignon dispose de très nombreux agents engagés, c'est un fait et c'est très important de le dire. Mais une minorité d'entre eux l'est un peu moins. Nous devons nous appuyer sur les premiers pour remotiver les seconds avec des principes qui sont très clairs et très simples et qui devront être fermes. Premièrement, les chefs doivent donner l'exemple. Deuxièmement, ceux qui font bien leur boulot doivent être récompensés, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et troisièmement, ceux qui nuisent au service doivent être sanctionnés. Troisième chantier prioritaire, la circulation. Vaste programme, comme dirait le général. Alors, comptez pas sur nous, vous l'avez compris, pour vous parler de projets pharaoniques, ni de grandes passerelles qui partent des remparts et qui sont contraires aux règles de l'urbanisme. On va laisser ça aux marchands de rêve. On pense que le retour de la confiance entre les Avignonnais et leur mairie, ça passe aussi par un programme crédible et réalisable. On commence avec le plan Faubourg. Vous applaudissez, je ne savez pas encore ce que je vais dire. On le revoit massivement. Pourquoi on le revoit massivement? Il devait améliorer la vie des habitants, il l'a singulièrement compliqué. Il devait réduire la pollution de l'air, c'était honorable. Il l'a augmenté avec des embouteillages monstres. Il devait redonner un esprit village au quartier, ceux qui avaient la chance d'en avoir, eh bien il l'a tué. Donc ce qui ne marche pas doit être revu, c'est ça aussi le bon sens à un moment. Nous reverrons le plan Faubourg, rue par rue, quartier par quartier, nous le ferons en concertation avec les habitants de chaque quartier. Dans le même temps, nous souhaitons mettre en place un plan pour fluidifier le sud des remparts, le fameux sud des remparts au niveau de la gare, vous savez où c'est toujours un petit peu la pagaille. Pourquoi ? C'est pas compliqué au sud des remparts. Vous avez une voie pour les piétons, une voie pour les vélos, une voie pour le tram, une voie pour les bus et une petite voie pour les voitures. Sauf que cette voie pour les voitures, elle est la plupart du temps coincée par les bus régionaux qui arrivent et qui veulent rentrer ou sortir de la gare routière. Notre conclusion, c'est que la gare routière n'a absolument rien à faire là. Il faut la sortir du centre-ville. Alors on en fait quoi ? On va l'éclater en 2 endroits. À l'ouest, elle sera installée à terme sur l'île Piau, ce qui signifie qu'on aura une extension du tram, d'abord aux allées de Loul et puis jusqu'à l'île Piau, et les bus qui arriveront du Gard s'arrêteront sur la nouvelle gare routière de l'île Piau. Et puis, à l'est, on va rendre ce tram utile avec son terminal de Saint-Chamand. On va faire la nouvelle gare routière pour tous les bus qui arrivent du nord du Vaucluse et qui arrivent par les Bouches-du-Rhône. Et ensuite, je vous le dis maintenant, même si ce n'est pas le programme du prochain mandat, mais
il faut avoir une vision quand on commence à pencher les choses à long terme. On devrait avoir, pour beaucoup plus tard, une extension qui pourrait aller jusqu'à la Porte Saint-Lazare et donc jusqu'au deuxième parking des Italiens. Parce que le plan de circulation, ça doit proposer une vision. Et la vision, c'est que les bus régionaux, vous l'avez compris, n'ont pas leur place en centre-ville, mais c'est aussi qu'il faut donner une véritable alternative aux tout-voitures. Et pour cela, les parkings relais qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas assez développés et pas assez bien pensés, doivent devenir de véritables entrées de ville. Et que le relais propre entre ces parkings relais et le centre-ville s'appellera le tram. Faut-il... Je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu faire mieux, mais maintenant qu'on a dépensé autant d'argent, il faut quand même le rendre utile. Faut-il prolonger le tram jusqu'à l'Agroparc? Certains de mes concurrents le proposent. Alors, dans un monde idéal et sans contrainte budgétaire sur les finances publiques, oui, bien sûr. Hein. D'ailleurs, on pourrait le prolonger partout. Mais jusqu'à l'Agroparc, ça coûterait 250 millions d'euros. Donc, c'est un mensonge de dire qu'on va le faire. Donc, on ne va pas le dire et surtout, on ne va pas le faire. En revanche, on doit pouvoir assurer aux entreprises qui sont à l'Agroparc une liaison rapide. Vous avez entendu la jeune start-up Lium tout à l'heure. D'ailleurs, il était très humble parce que, je ne sais pas si vous l'a dit, mais son ballon captif, là, il a été sélectionné parmi les meilleures idées de la tech en France et il l'a mis dans la cour de l'Élysée. Donc Avignon est monté dans la cour de l'Élysée. Il est où? Il est là. Bravo Thomas. Alors, des gens comme Thomas me disent, nous on arrive, on est avignonnais, on développe notre boîte, demain ça va devenir peut-être une immense boîte, j'en suis persuadé, je te le souhaite, et tu n'es pas le seul sur Agroparc, mais on a besoin d'avoir des liaisons rapides à un moment donné, en tout cas au moins on est sûr que quand on part, on va attraper notre TGV parce que de temps en temps on a des rendez-vous à Paris. Donc il faut répondre à ce besoin. De la même manière qu'il faut répondre aux besoins des étudiants de l'Agroparc qui aimeraient bien sortir en centre-ville et peut-être faire vivre un petit peu notre centre-ville, mais qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a plus de bus à partir de 22h. Donc pour ça on ne va pas faire un tram, on va faire ce qu'on appelle un bus à haut niveau de service avec des horaires assurés, ça coûtera beaucoup moins cher et ça sera tout aussi efficace. Notre plan est donc réaliste, pragmatique et surtout finançable. Je voudrais dire pour conclure sur la circulation un petit mot sur le nord des remparts, parce que là aussi, aux heures de pointe en particulier, on a souvent des bouchons. Alors là, l'idée est assez simple, elle nous vient d'ailleurs de Nicolas Donadil, que j'ai vu par ici, il est où il est là. Quand on sort sur le quai de la ligne en venant des remparts, on ne peut plus que tourner à droite avec un cédé-le-passage, qui va nous permettre d'enlever tous les feux et donc de fluidifier complètement la circulation. Ceux qui voudront revenir à gauche iront jusqu'à la Porte Saint-Lazare et reviendront, mais ça permettra d'avoir une voie d'accès rapide, sans feu, pour aller délester vers le nord et vers la route qui longe le Rhône. Ça nous apparaît être une très bonne idée. Et puis enfin, pour conclure sur la circulation, on ne peut pas parler de circulation sans parler d'une grande liaison de contournement est-ouest. Alors vous allez dire, ça fait 40 ans qu'on en parle, ça fait partie du problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a deux solutions. Soit on renonce totalement au tracé actuel de l'Aléo. Je ne dis pas qu'il est génial aujourd'hui, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas faire mieux. Je dis juste qu'il existe, qu'il y a une déclaration d'utilité publique qui est encore en cours et valide jusqu'au 31 décembre 2026, et que si jamais on arrive à récupérer les fonds en mettant un peu de pression, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est la seule solution pour apporter une réponse. Sinon, on dit qu'on change le tracé et là, on repart à minima pour 20 ans. Ça me paraît inacceptable pour les 12 000 habitants de la Rocade qui subissent tous les jours les poids lourds et qui en subissent aussi les conséquences sanitaires. Je pense que ce sera un argument de poids pour essayer de faire entendre raison à ceux qui doivent nous rapatrier les budgets. En parlant de santé, la santé n'est pas une compétence de la ville, mais c'est une attente des habitants. On doit donc pouvoir y répondre en utilisant tous les leviers qui sont les nôtres. Quels sont-ils? D'abord, créer ce qu'on appelle une politique d'attractivité pour les médecins, les internes et les jeunes médecins, en leur proposant notamment des offres Bienvenue Santé pour les aider à s'installer avec eux et avec leur famille. Alors, elle est basée d'ailleurs à Avignon, une agence qui fait ça, c'est le département Vaucluse Santé Attractivité. Figurez-vous que la ville aujourd'hui ne travaille pas avec Vaucluse Santé Attractivité. C'est quand même bien dommage, ça fait partie des choses qui n'ont pas de sens à mon avis. On travaillera aussi avec le département et la ville travaillera enfin avec Vaucluse Santé Attractivité sur ces questions. La commune a aussi la possibilité de créer
des maisons de santé pluridisciplinaires. Ça coûte un peu d'argent, donc on ne va pas en faire plusieurs, mais on va en faire une, et on va en faire une là où l'offre de soins est aujourd'hui la plus faible, en l'occurrence en intramuros. On va aussi déployer un bus santé municipal dans les quartiers avec un objectif de prévention. Et puis, on va enfin, j'allais dire, jouer notre rôle au sein du conseil de surveillance de l'hôpital d'Avignon. Il faut savoir que le maire est président du conseil de surveillance de l'hôpital d'Avignon. À quoi ça sert si on n'y siège pas? À quoi ça sert si on ne se bat pas pour aider à définir les grandes orientations de l'hôpital pour aujourd'hui et pour demain? Nous le ferons demain si nous sommes élus. Le grand projet, vous l'avez compris, c'est l'attractivité. L'objectif, c'est que le phare d'Avignon ne brille plus seulement 3 semaines par an, mais toute l'année. Ce que je vais vous proposer, c'est une vision pour une attractivité 4 saisons. Alors, si vous le voulez bien, on va imaginer ensemble. Imaginons un grand spectacle à l'automne. On appellerait ça le Grand Palio des Remparts. Pendant 3 jours, Avignon pourrait vivre à l'heure médiévale. Tout le monde jouerait le jeu, les commerçants, les habitants. On l'a fait à Nîmes, je l'ai fait dans une vie précédente et j'y ai participé à Nîmes avec les grands jeux romains. Ça marche, ça permet de valoriser notre patrimoine et de mettre notre histoire au service de l'économie. C'est le genre de sujet que nous devons enfin aborder. Imaginez maintenant, là on va basculer dans la saison d'après, l'après-après, parce qu'entre les deux, il y aura le grand marché de Noël sur la place de l'Horloge. Qui, je l'espère, parce qu'il sera un des plus beaux marchés de Noël provençaux, finira un jour jusqu'à la place du Palais des Papes. Imaginons au printemps le grand festival du retour de la lumière. Là encore, un autre coup d'éclat mondial. Les monuments s'illumineraient. Nos rues s'illumineraient de milliers de bougies, de lanternes pour célébrer le retour de printemps et le retour de la lumière. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'étendre l'attractivité de notre ville au-delà de l'été avec des images potentiellement qui peuvent faire non seulement le tour de la région, le tour de notre pays, mais aussi le tour du monde. C'est ce que j'appelle rallumer les feux et faire enfin briller notre joyau comme il le mérite. Nous souhaitons aussi créer un autre événement à destination du tourisme professionnel, très lucratif. Vous savez que le tourisme professionnel, ça rapporte beaucoup d'argent. Le grand chapitre du vin, un rendez-vous mondial des vins de la vallée du Rhône avec un dîner des papes exclusif pour les professionnels au sein du palais et puis aussi un parcours grand public dans la ville autour du vin et de la truffe, par exemple. Vous l'avez compris à travers tous ces exemples que je peux vous décliner, c'est que la mairie, notre vision en tout cas de la mairie, doit avoir un rôle d'animateur et de promoteur de sa ville, capable d'organiser, mais aussi capable d'aller chercher les mécènes et les sponsors pour financer ces événements. S'appuyer sur notre patrimoine pour faire briller notre ville, c'est bien, mais il faut aussi s'appuyer sur les forces qui préparent l'avenir et qui sont déjà là. Vous en avez entendu certaines en début de soirée. Je pense notamment au formidable écosystème qui existe déjà autour de l'animation 3D et des jeux vidéo, avec l'École des Nouvelles Images qui a déjà raflé tous les prix internationaux les plus prestigieux. Elle est à Avignon. Je pense à tous les studios d'animation qui sont autour de cette nouvelle école, notamment à la Villa Créative. Mon rêve, c'est de faire qu'un jour Avignon devienne la capitale des industries culturelles et créatives. Et là, on aura réussi quelque chose. Pour l'attractivité commerciale, nous souhaitons créer une foncière municipale. On a été les premiers à émettre l'idée. J'ai vu qu'elle avait fait florès chez nos concurrents. C'est très bien, les bonnes idées doivent se partager. On veut racheter les murs et les baux en déshérence, certains en tout cas, tout cela est financé, rassurez-vous, pour aller chercher des commerces que l'on aura choisis. Je pense à l'artisanat d'art, je pense aux meilleurs ouvriers de France, je pense aux entreprises du patrimoine vivant. Nous voulons faire d'Avignon une référence pour ces métiers manuels. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qui ne subiront pas la crise du commerce en ligne, qui ne subiront pas la crise des grandes surfaces et qui ne subiront pas la concurrence de l'intelligence artificielle. C'est donc un développement durable. Et si demain, Avignon devient cette référence, alors on créera aussi une filière d'emploi
pour les jeunes des quartiers, qui non seulement apprendront des métiers qui rapportent de l'argent, qui ne subissent pas la concurrence, mais qui transmettent aussi des valeurs avec la transmission de ce type de savoir. Je pense au compagnonnage, à l'excellence, à l'exigence. C'est de l'économie et c'est aussi la possibilité de donner des débouchés pour nos jeunes de quartier. Que l'on parle de métiers d'art, que l'on parle d'industrie culturelle et créative, que l'on parle de domaine... J'entends un bébé. C'est magnifique. Merci d'être venu avec lui. Ça, c'est un bel espoir pour la ville. On parle de domaines où la culture et l'économie peuvent se rejoindre et se conjuguer. C'est bien aussi quand culture et économie peuvent se rejoindre et se conjuguer. Ça fait partie de notre vision. Alors justement, au chapitre culturel, il faudra bien sûr renforcer notre socle qui nous a déjà offert le titre très envié de capitale mondiale du théâtre. Mais là aussi, je souhaite que notre festival puisse vivre plus que 3 semaines dans l'année. Nous avons un projet pour faire d'Avignon une fabrique permanente de l'art vivant et structurer ce que nous avons appelé les 4 saisons du off. Et dans ce programme, je souhaite privilégier particulièrement nos théâtres locaux qui restent ouverts toute l'année, qui ouvrent leurs scènes à nos scolaires, à nos jeunes des quartiers, pas ceux qui viennent 3 semaines dans l'année pour faire le plein de la caisse et qui tirent le rideau le reste du temps. L'ADN de la culture à Avignon est populaire. Jean Villard l'a voulu ainsi. Poursuivons son rêve. Quand je vous parle de promouvoir une culture médiévale ou une culture du vin, qui sont aussi d'autres formes de culture, ce sont ce que j'appelle des cultures de territoire, je parle de promouvoir une culture accessible à tous, une culture qui se partage entre générations, une culture qui se partage avec les quartiers, une culture qui ne soit pas réservée à une élite. C'est cette culture que nous souhaitons promouvoir. Je souhaite que nos musées soient mieux valorisés. On a 6 musées municipaux à Avignon, 6. Si on ajoute les collections privées, les fondations, on a une dizaine de lieux, tous des pépites, avec des trésors cachés à l'intérieur, mais chacun dans son coin. Nous devons inscrire toute cette richesse dans une logique de parcours qui permettent aux touristes de passer, comme pourrait le faire au Louvre, d'une aile à l'autre, de l'Antiquité à la Renaissance, de la Renaissance à l'art contemporain, mais là on ne se balade pas dans les ailes d'un musée, on se balade dans les rues de la ville qui deviendrait une sorte de grand musée vivant à ciel ouvert. Qui sait, en tout cas, moi je ne le savais pas, la mairie n'a pas bien communiqué dessus, qui sait que le Petit Palais avait un partenariat avec le Louvre et qu'elle hébergeait déjà certaines de ses collections. Ouais. Alors vous êtes bien informés, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui ne le sait pas. Il serait quand même temps qu'on apprenne à valoriser notre marque, qu'on apprenne à valoriser nos atouts, qu'on apprenne à communiquer dessus. Si demain nous pouvons dire que nous avons le Louvre Avignon au Petit Palais, qu'on a le musée d'Orsay à Avignon à la Fondation Angladon, alors nous aurons gagné la bataille régionale de l'attractivité culturelle. Pour financer cette ambition, je souhaite que l'on développe le mécénat privé et que l'on mette fin à la gratuité pour les visiteurs venus de l'extérieur. La culture n'a pas de prix, on est d'accord, mais elle a un coût. Les Avignonnais le payent déjà par leurs impôts. Il ne me paraît pas aberrant que ceux qui viennent de l'extérieur et qui ne vivent pas à Avignon payent aussi leur obol en achetant un billet. L'éducation maintenant. Alors Avignon est une des dernières villes où l'on a maintenu pour nos élèves la semaine de 4 jours et demi. Il y a 2 solutions. Soit on est des génies contre tout le monde, soit on doit se poser 2-3 questions. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet, nombreux, et les derniers rapports d'experts sont formels. Ce n'est pas l'intérêt de l'enfant, la semaine de 4 jours et demi. Notre priorité sera donc l'intérêt des enfants. Nous devons revenir à la semaine de 4 jours, tout en simplifiant au maximum la vie des familles, c'est important, en expérimentant des horaires d'accueil élargis, notamment pour l'aide aux devoirs, ou encore en créant un plan mercredi de qualité. Ce plan devra être fait en concertation avec les associations culturelles et sportives pour offrir des activités de qualité à nos enfants et pas simplement une garderie périscolaire dans laquelle ils n'apprennent rien. Cette nouvelle organisation
pour qu'elle soit sérieusement mise en place, devrait être mise en place à partir de la rentrée 2027. Il faudra se laisser le temps de la concertation et de la mise en place justement du plan mercredi dont je viens de parler. La petite enfance sera aussi une priorité absolue de notre programme avec la création de 150 places en crèche. Voilà, ça va faire plaisir à nos amis à gauche. Dans les quartiers prioritaires de la ville notamment, ou encore l'ouverture d'une maison des 1000 premiers jours pour aider les jeunes parents dans cette période aussi sensible pour eux comme pour les enfants, parce qu'on sait que les 1000 premiers jours, les 3 premières années pour l'enfant, c'est absolument fondamental et ça conditionne l'avenir de tout le reste de leur vie. L'Avignon que nous souhaitons doit être une ville solidaire, solidaire notamment envers nos aînés. Ils sont notre mémoire, nous avons le devoir de les accompagner, de les protéger, de simplifier leur quotidien et de créer un lien qui les unisse à toute la communauté de la ville. Pour eux, notre programme prévoit un système d'accompagnement pour mieux vivre chez soi et y rester plus longtemps. Et pour les propriétaires qui le souhaitent, un peu plus original, une prime pour un système de location partagée entre un senior et un jeune qui aurait une difficulté à trouver un logement. Une ville solidaire, c'est aussi une ville qui n'oublie pas les personnes souffrant de handicap. Ce n'est pas une question de compassion, c'est simplement une question de droit et de citoyenneté. Alors on va créer le Conseil avignonnais du handicap, une instance qui rassemblera des associations, des experts, des usagers, des élus, afin que chaque décision en matière de handicap reflète les besoins réels de ceux qu'elle concerne. Souvent, les décisions sont prises sans même qu'ils soient consultés, que les personnes concernées soient consultées. On agira sur les irritants du quotidien qui transforment la ville parfois en véritable parcours d'obstacles avec un plan qui tendra vers le zéro obstacle et en mettant en place notamment des dispositifs assez réactifs pour résoudre les problèmes d'accessibilité. Et puis enfin, en collaboration avec l'Éducation nationale, on mettra en place une classe bleue, c'est un système qui existe en France, un espace dédié aux enfants avec troubles du spectre de l'autisme pour que chaque enfant mérite un environnement où il peut s'épanouir pleinement. La question du logement, sujet sensible, sujet important aussi à Avignon. Je vais vous donner un chiffre qui résume tout. 8600 logements vides, alors que des familles et des jeunes peinent à se loger. Donc, la première des priorités, c'est de repartir à la conquête de ces logements. J'entends certains concurrents dire c'est très simple, on va réquisitionner. Ben voyons. Notre vision à nous, c'est plutôt de promouvoir une politique du logement qui soit juste et accessible, et en particulier, pas seulement, mais en particulier, pour ceux qui gagnent trop pour avoir des aides, mais pas assez pour se loger dans le parc privé. Il est quand même temps que la mairie aide aussi ceux qui participent déjà à la vie de la commune avec leurs impôts et qui bien souvent ne bénéficient d'aucune aide. Notre politique du logement reposera sur 3 principes simples. Construire pour les classes moyennes et favoriser l'accession à la propriété dans le logement social. Limiter les meublés touristiques, là aussi c'est important, il y en a trop avec de trop nombreux multipropriétaires. Avignon n'a pas vocation à devenir la capitale du Airbnb. Et puis, créer un contrat de rénovation pour favoriser ceux qui sont prêts à investir dans leur patrimoine immobilier et dans la transition énergétique qui permettra aussi d'entretenir notre patrimoine aux frais des propriétaires et pas aux frais de la collectivité. Sur la question de l'écologie. Alors l'écologie telle que nous la voyons, ce n'est pas un programme en soi, ce n'est pas un sujet à part, ça doit irriguer l'ensemble des politiques municipales. Mais pour nous, cette écologie nécessaire ne doit pas exclure l'homme de son écosystème. On doit penser une écologie au service de tous, compatible avec un développement économique harmonieux. En gros, on doit essayer de faire rimer écologie avec économie. Économie au singulier, l'économie de la ville, et économie au pluriel, faire des économies. Alors comment on va faire concrètement ? Eh bien, nous souhaitons d'abord mieux capter notre manne solaire, puisque le soleil est là, autant en profiter. Mieux capter notre manne solaire en développant l'énergie photovoltaïque sur tous les bâtiments publics, là où c'est possible. Nous souhaitons moderniser l'éclairage public avec un objectif 100% LED, grâce à des capteurs, et ajuster aussi la lumière en fonction des besoins et du passage. Là encore, utiliser la technologie à des fins, j'allais dire, intelligentes. Parfois, la technologie nous nuit, parfois elle nous sert, autant l'utiliser quand elle peut nous servir. Et puis, bien sûr,
il faudra continuer à végétaliser partout où c'est possible pour éviter les îlots de chaleur. On ne peut pas penser la ville à horizon de 20 ans sans évidemment prendre en compte les conséquences du réchauffement climatique. Au chapitre du sport, le sport est à la fois un outil de santé et un outil d'éducation. Le sport, c'est la première des préventions pour éviter de nombreuses maladies, tous les médecins vous le diront. Et c'est aussi un moyen de transmettre des valeurs, tous les éducateurs et les professeurs vous le diront, le goût de l'effort, notamment le goût du collectif qui manque singulièrement à certains aujourd'hui. Nous souhaitons donc proposer un nouveau modèle aux associations avec des octrois de subventions qui seront transparents et basés sur des critères simples et objectifs. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est fini le copinage, c'est fini la subvention clientéliste. Nos associations constituent une richesse incroyable en matière de lien social. Et notre rôle est de promouvoir celles qui sont exemplaires, notamment dans des domaines que nous avons définis, l'inclusion, l'éducation ou encore la bonne gestion des deniers publics, parce que ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on ne doit pas bien gérer les deniers publics, surtout si on en reçoit. Et puis il y a les clubs sportifs qui, eux, portent une ambition de performance et que nous nous devons d'accompagner. Alors pour eux, on rajoutera un critère de performance. Performance sportive, mais aussi performance de gestion. Sont-ils capables d'aller chercher des financements privés, des mécènes? Sont-ils capables de développer des synergies entre clubs, et parfois même d'ailleurs avec des clubs de communes voisines, quand ça a du sens? Notre rôle à nous, mairie, sera de les aider à le faire. Et pour cela, nous souhaitons créer la Maison des Sports qui permettra de mutualiser ce qu'on appelle les fonctions support, les ressources humaines, les finances, l'administration, pour que les associations puissent se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire leur sport. Au-delà des associations et des clubs, nous souhaitons par ailleurs promouvoir la pratique libre du sport avec le développement de parcours de santé, notamment autour des remparts et de la Barthelasse. Là encore, il s'agit d'un investissement vertueux, agir au service de la santé des Avignonnais. Un mot maintenant sur notre gouvernance. Quels dirigeants souhaitons-nous être? Vous l'avez compris tout au long de cette présentation, la transparence et l'équité sont au cœur de notre projet. La transparence, l'équité, la lisibilité, la responsabilité, l'intégrité et la consultation de tout le monde quand il s'agit de décisions impactant le quotidien, c'est le pacte que nous vous proposons de faire. La future équipe municipale sera à l'image des personnes qui sont derrière moi et qui m'ont accompagné tout au long de cette campagne. Elle ne viendra pas pour prendre, elle viendra pour donner. Elle ne viendra pas pour se servir, elle viendra pour servir. Reste maintenant, pour conclure, à aborder la question qui fâche. L'argent. Notre objectif, c'est de retrouver des marges de manœuvre sans augmenter les impôts. Alors, contrairement à ce qui a été fièrement annoncé et voté lors du dernier conseil municipal, les finances de la ville, on ne va pas se mentir, sont à bout de souffle. On a compilé les vrais chiffres, ceux que l'on ne vous a pas donnés, ceux qui intègrent les comptes des budgets annexes sur lesquels on ne communique jamais, et les comptes des sociétés satellites ou des organismes satellites qui appartiennent pour la plupart à la ville. Alors évidemment, tous ces chiffres, ce sont des chiffres qu'on a trouvés sur des sites publics, notamment de gestion des collectivités territoriales. Autant vous dire qu'on ne l'a pas trouvé sur le site de la mairie. Ça en dit long sur la transparence d'ailleurs sur cette question. Donc les vrais chiffres, les voici. On les a compilés. La vraie dette de la mairie, ce n'est pas 197 millions comme on nous l'indique, mais 230 millions quand on ajoute tout. Ça fait une dette par habitant sur chacune des têtes des Avignonnais et des Avignonnettes de 2500 €. Ça nous amène à un seuil de rigidité. Vous savez, le seuil de rigidité, ce sont les dépenses obligatoires qu'on est obligé de faire avant même d'avoir commencé l'année. Un seuil de rigidité qui frôle les 60%. Il faut savoir qu'à l'échelle de la France, on considère qu'à partir de 60%, une commune est en seuil d'alerte. Nous sommes donc en alerte rouge. Alors certains nous disent c'est pareil partout, hein, il n'y a plus d'argent, c'est la pagaille partout. C'est pas vrai, on va faire une petite comparaison. On va prendre les chiffres de la dette officielle, pas celle que je vous ai donnée.
elle est supérieure de 66% par rapport aux villes de la même taille en moyenne nationale. Pareil pour les intérêts de la dette, les intérêts que l'on paye chaque année, 66% de plus que les autres villes de la même strate. Et si on se compare de manière pas très lointaine à notre voisine de Nîmes, l'écart monte à 88%. 2 200 € de dette officielle par habitant chez nous, 1 167 à Nîmes. On n'est pas seulement mauvais, on est très mauvais. Je vais vous raconter une dernière anecdote qui pourrait faire sourire ou pleurer, c'est selon au point où on en est. La ville a très récemment bloqué, ça vous ne l'avez pas entendu, la ville a bloqué les comptes d'Avignon Tourisme. Avignon Tourisme appartient à 99,9% à la ville. Donc, la ville bloque ses propres comptes. Pourquoi ? Parce qu'Avignon Tourisme n'a pas payé la redevance qu'elle aurait dû payer à la ville à qui elle appartient. Non mais on en est là aujourd'hui. Donc le système est à bout de souffle et il est absolument urgent de changer de cap. Pour rétablir les comptes, nous avons prévu 3 leviers principaux. Le premier, avec un peu de bonne gestion, et là pour le coup, on devrait avoir quelques marges de manœuvre, on va optimiser les dépenses. Non pas réduire les services publics, il n'en est pas question, mais les rendre plus efficaces et moins coûteux. On estime qu'on peut avoir un rendement de 5% meilleur, ce qui nous permettra de générer des économies en fonctionnement de 6 millions d'euros par an. Deuxième levier, aller chercher des recettes nouvelles, notamment en attirant des grands mécènes sur notre politique de rayonnement patrimonial. On estime qu'on va pouvoir aller chercher 300 000 € par an. Ce n'est pas un chiffre qu'on a pris au doigt mouillé. On a pris l'exemple de la ville de Reims, qui a une cathédrale qui est très belle, certes. Bon, ils arrivent à rentrer 300 000 € avec des mécènes sur la cathédrale de Reims. Je pense qu'avec notre pont, notre palais, notre patrimoine, on devrait être en mesure d'en faire autant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, troisième levier, aller chercher des fonds qui sont disponibles au niveau européen pour des projets, notamment comme les projets que nous souhaitons développer. Aujourd'hui, Avignon ne sait pas aller chercher ces fonds. On va donc créer une équipe en interne, une structure dédiée, et on estime que ça pourra nous donner environ 2 millions d'euros de marge de manœuvre par an. Le gain de ces économies et de ces recettes nouvelles, c'est un peu plus de 8 millions d'euros par an. Alors on va comparer ça maintenant au coût de notre programme, parce que vous imaginez bien qu'on ne vous raconte pas la messe ici, on a chiffré notre programme. 90 millions d'euros sur la durée du mandat, ça veut dire un peu moins de 15 millions d'euros par an, la moitié en investissement, la moitié en fonctionnement. Et donc, avec les économies dont je viens de vous parler, eh bien, le fonctionnement s'autofinance et côté investissement, ça demande un effort qui ne dépasse pas les 10% du budget, ce qui est totalement tolérable. Il y a donc 2 mots à retenir concernant ce projet. Il est à la fois ambitieux et responsable. Pour ceux qui aiment les chiffres, on va arrêter là avec les chiffres, mais il y en a plein. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet, ce sera en ligne, vous pourrez avoir tous les détails. Le site internet galzy-pour-avignon 2026 galzy-pour-avignon 2026.fr, on a bien fait les choses. C'est simple, c'est efficace. Vous pourrez d'ailleurs aussi télécharger le programme, poser vos questions si vous en avez, on vous répondra. Et puisque vous avez fait le déplacement, vous aurez le droit d'avoir le programme en version physique, j'allais dire, en sortant d'ici, avec notre équipe que vous reconnaîtrez aisément avec son t-shirt Team Galzy, qui est tout blanc, qui est tout beau. Et comme tout le monde n'a pas pu être là ce soir, je vous propose maintenant, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous adhérez avec ce programme, de sortir vos téléphones portables, si vous avez des comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On va faire quelque chose ensemble. On va aller sur le site, enfin sur la page plutôt, allez sur vos pages du compte Galzy pour Avignon 2026. On a une page sur Insta, on a une page sur le compte Facebook. Et là, vous allez voir que le programme est déjà en ligne. Et s'il vous a plu, vous allez le liker. Et s'il vous a vraiment plu, vous allez le partager. Pourquoi on va faire ça ? Parce que ça va... Vous êtes plus de 700 dans cette salle. Donc même si la moitié d'entre vous le faites, allez-y pendant que je vous parle, n'hésitez pas. Ça va emballer l'algorithme, parce que les algorithmes, c'est idiot. Et donc, ils vont se dire, waouh, il se passe quelque chose. Et du coup, tous ceux qui ont des réseaux sociaux à Avignon, mais qui ne s'intéressent pas aujourd'hui à la vie de leur cité, ils ont bien tort. Eh bien, ça va défiler sur leur fil et peut-être qu'ils cliqueront et peut-être qu'ils apercevront qu'il y a des enjeux à la hauteur de leur ville qui méritent d'être observés. Merci pour ceux qui jouent le jeu avec leur portable. C'est vous que j'applaudis.
Alors en conclusion, plus qu'un programme, vous l'avez compris, ce que l'on vous propose, c'est un projet de réveil. Un projet chiffré, réaliste, mais ambitieux parce qu'on considère que notre ville le mérite. Si comme vous pensez qu'Avignon doit se réveiller, si comme vous pensez que l'heure du changement a sonné, rejoignez-nous, partagez, likez et surtout, le 15 mars prochain, allez voter, même si ce n'est pas pour nous, allez voter. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai encore une ou deux choses à vous dire avant qu'on aille boire un verre en bas. Vous l'avez compris, notre parti, c'est vous. La liberté, ça n'a pas de prix, mais la campagne, elle a un coût. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, en bas, il y a un guichet donateur. On a un système hyper efficace. Je vous parlais de technologie. Hop, on met le téléphone ou la carte. Ça part directement. On vous donne un reçu pour la défiscalisation, 66%. C'est quand même le meilleur investissement que l'État nous propose en ce moment. En gros, vous donnez 100 €, ça ne nous en coûte que 33. Voilà. Et pour ceux qui fonctionnent encore au chèque, vous pouvez passer à la permanence ou nous les envoyer. C'est au 163 rue du Vieux-Sextier. Voilà. Il y a aussi... Oh, merci Rose. Merci. Merci. Vous dire aussi que notre prochain rendez-vous, ce sera le 19 février prochain à la salle polyvalente de Montfavet, cette fois-ci pour la présentation de la liste. Et puis vous dire que vous pouvez vous faire prendre en photo en bas, il y a ce qu'on appelle un photobooth, ça vous fera un souvenir si vous le souhaitez. À côté du bar, c'est là qu'on se retrouve. Merci beaucoup.